Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Tu t'apprêtes à écouter une entrevue vraiment tripante parce que si tu penses à devenir solopreneur ou si tu es en transition, tu te sens coincé dans le salariat, tu penses à faire le saut, tu en as plein le cul, tu te sens pas à ta place, tu te sens différent, tu te sens que tu vas mourir là, tu vas te sentir normal aujourd'hui parce que j'ai avec moi, pour cette chronique solopreneur en herbe, Audrey Dessureau qui va nous parler de à quel point on peut se sentir perdu et on aurait toutes les raisons d'abandonner, mais qu'on continue. Donc, bonjour Audrey. Bonjour Chantal. Audrey, tu es présentement dans le processus de devenir solopreneur sans même savoir qu'est-ce que tu vas faire, avoir plein d'avenues parce que tu as plein de potentiel dans toutes sortes de domaines. Tu as envie de t'amuser puis d'arrêter de te faire chier. Mais j'ai oublié de partir mon temps. Bon, là-dessus, tu vas couper? Non, je suis full vraie, moi. OK. J'ai le droit d'oublier de starter mon temps. On a le droit d'être maladroit. Et donc, Audrey, tu es dans une posture où est-ce que c'est crissement pas confortable. Puis, tu as accepté de faire cette entrevue-là pour partager ton niveau d'inconfort dans la vie. Donc, raconte-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu as pris conscience que le salariat n'était pas pour toi? Ben, en fait, moi, depuis mes tout débuts, essentiellement de job, autant étudiante que vraiment comme salariée. Puis moi, ça a été sur le tard parce que j'ai eu des enjeux de santé. J'ai pas perdu 10 ans, mais quand même, ça a été plus sur le tard que j'ai vraiment commencé un vrai emploi, si on peut dire. Et il y a toujours eu des malentendus. Les jobs, c'était des malentendus où j'en donnais trop au début, puis après ça, je m'épuisais. Donc, c'est ça, je me sentais toujours un peu extraterrestre. Puis, à un moment donné, 2021, j'avais trouvé mon poste en santé-sécurité. Ça faisait 4 ans et demi. Je cherchais un poste dans ce domaine-là. Okay. J'étais junior, pas d'expérience. Donc, le service vicieux, pas d'expérience, je te donne pas ta chance. Et avec un profil atypique, donc ça faisait peur pour les filles des RH. Donc, c'était de vraiment trouver ma place, puis j'avais pas l'impression que j'avais ma place dans le salariat. Tes problèmes de santé, est-ce que ça a été avant que tu vives les contraintes du salariat ou c'est par le fait que, bon, tu as grandi, tu as eu des embûches, puis que tu avais déjà commencé à subir, si on veut, ta différence? Oui. En fait, moi, c'est vraiment... à partir du cégep, ça a commencé à être un peu plus difficile, les échecs scolaires et tout ça. Quand j'ai vraiment commencé l'université, c'est là que ça s'est mis vraiment à comme shaker la cacane, comme on dit, puis que les trucs ont émergé. Donc, l'insomnie, après ça, vraiment, bon, thyroïde et tout ça. Puis ça s'est mené vraiment à... Bon, je pensais au départ que c'était une dépression. Finalement, ben c'était la bipolarité. Une joyeuse psychose qui s'est pointée le bout du nez, comme on discutait l'autre fois. Donc, c'est un peu ça. Puis, bon, j'ai trouvé ma potion magique, ce qui m'a permis de terminer mes études. J'ai terminé avec un certificat en santé-sécurité, mais essentiellement, si je regarde mon parcours académique, j'ai plus fait d'implication que réellement des certificats ou un diplôme quelconque. Donc, c'est un peu ça. Je me suis toujours sentie autant extraterrestre dans tous mes groupes où est-ce que je faisais mes cours aussi. Là. Je savais que j'avais une différence. OK. C'est par la suite, dans le fond, en mai 2023, un an jour pour jour après avoir eu la discussion avec mon ami, justement, qui est autiste, qui enseigne pour les autistes, que j'ai eu mon diagnostic d'autisme. Donc, c'est ça, pratiquement 38 heures. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec un diagnostic d'autisme alors qu'on vit une vie qui exige de nous d'être normal et on nous convainc qu'on est anormal? Parce que pour moi, je ne sais pas si c'est du monde qui a écouté la série Atypique, là, mais on voit clairement que c'est pas l'autiste qui a un problème, là, c'est souvent l'entourage qui s'impose
énormément de contraintes sociales qui s'imposent de ne pas s'écouter, de se limiter, de se plier à des moules socio-relationnels. Donc, comment tu as vécu ça à partir du diagnostic, lorsqu'on a une étiquette, il y en a qui vont se réfugier dans l'étiquette et qui vont dire, ben moi, j'ai mon passeport pour ne pas pouvoir faire rien. Ou il y en a qui vont dire, je choisis de laisser l'étiquette à la maison ou de me dire, je suis au courant que je fonctionne différemment et de foncer. Donc, ou il y a plein d'autres possibilités. Toi, comment tu t'es retrouvée? Est-ce que le diagnostic est venu alourdir, alléger ou te pousser? Pour moi, c'était vraiment un soulagement, je dirais. Puis j'ai mon amie Claudie Labrosse qui est intervenante justement avec une clientèle TSA pour les enfants. Puis elle me dit, Audrey, t'es la première que t'es heureuse d'avoir ce diagnostic-là. Si je reviens avec la bipolarité, dans le fond, moi j'avais un discours de je suis bipolaire. Et à un moment donné, je me souviens pas quel déclic j'ai eu, mais je me suis dit, OK, ben là, il faut que je change mon discours puis que je dise, ben je suis Audrey. Non, mais c'est ça, exactement. Je vis avec la bipolarité, mais je suis Audrey, je suis multifacette, je suis pas juste ça. Fait que dans le fond, oui, je dis très souvent je suis autiste, mais c'est comme. Je m'approprie peut-être plus cette étiquette-là, si on peut dire, que vraiment la bipolaire, d'une certaine façon. Je pense que ça caractérise beaucoup plus mon moule qui est différent, si on pourrait dire. Mais. Dans le sens que c'est pas juste ça. Je suis comme plein de post-it devant moi, puis c'est juste, je les enlève tranquillement pas vite, c'est juste le processer. Comme ça fait pas tant de temps que ça, pour moi, c'est ça m'a vraiment shaké la cacane, comme on pourrait dire. Puis c'est un soulagement au départ, mais je pense que c'est un processus de deuil d'une certaine façon. Puis je suis dans un processus justement de me dire, bon, ok, je fais quoi maintenant avec ça? Ok. Je suis encore vraiment en questionnement, puis dans le fond, dans ce pourquoi j'ai un peu de difficulté à m'orienter dans mon entreprise, c'est vraiment parce que je veux être à mon plein potentiel au niveau de mon entreprise. Donc, je veux comme exploiter mes forces. Puis, ça m'a confronté justement au fait que, en ayant mon diagnostic, ça m'a confirmé que ce pourquoi, quand je faisais des présentations, parce que moi, je fais de la facilitation d'ateliers avec des blocs Lego, dans des entreprises notamment, et j'étais brûlée le lendemain, vraiment beaucoup, même quelques jours après. Donc, ça expliquait beaucoup ce pourquoi, l'interaction sociale, le fait de me mettre de l'avant, ça me grugeait énormément d'énergie. Puis là, j'étais comme, OK, si je base ma business que là-dessus, ça ne marchera pas. Donc, c'est un peu ça. Là, je suis comme en questionnement, savoir où est-ce que je m'enligne avec mes flûtes. Parce que, dans le fond, je vais te poser une question je pense, qui est importante qu'on soulève parce que les gens doivent se poser cette question-là. Est-ce que tu as l'impression que ton mode de fonctionnement ne pourra jamais fitter dans un monde où est-ce que tu as un rôle et des tâches précises dans le salariat, peu importe ce que tu pourrais faire, qui t'a amené à dire, ben j'ai pas le choix, il faut que je devienne solopreneur. Ou c'est, je n'ai pas envie de me contraindre à faire des choses que je n'aime pas. Donc, tu sais, il y a comme... ça te poussé là ou c'est pour toi, c'est la seule façon dont tu vas pouvoir générer des revenus sans t'imposer un mode de vie qui ne correspond pas à ton mode de fonctionnement? Ben en fait, la raison d'être... Tu t'es-tu réfugié ou tu as choisi? Mais la raison d'être, c'est pourquoi je me suis vraiment dirigée vers l'entrepreneuriat. Puis encore aujourd'hui, je suis comme, je me prends une job, je me prends pas une job, mais je sais que ça t'offre pas, me prendre une job. Puis même si je suis dans ma zone de génie, le niveau emploi, parce que j'ai trop à cœur, dans le fond, mon poste, puis mon rôle et tout ça. Fait que ça mijote autant que si j'étais entrepreneur. Essentiellement, c'est ça. Puis, au niveau de l'entrepreneuriat, moi, la raison numéro 1 pourquoi je me suis tournée vers l'entrepreneuriat, c'est que je veux juste aller à mon rythme. Donc, travailler à 3h du matin, fine, pas de problème. J'ai l'inspiration, j'ai un brin d'artiste. Moi, être dans le flow, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste de m'imposer un quart de punch in, punch out, ou de juste comme avoir des collègues qui surveillent, bon, t'es-tu productif, t'es-tu propre. Je suis juste plus capable. Parce que je me mets déjà beaucoup de pression sur moi-même. Donc d'avoir la pression indirecte, d'avoir plein de monde qui surveille ce que je fais,
j'ai bien la misère avec ça. Donc, pour toi, une des contraintes majeures en tant qu'autiste, c'est de te faire imposer des horaires, des objectifs, de la productivité. Tandis que en tant que solopreneur, si tu dors de jour, puis que tu travailles de nuit pendant une semaine, puis que la semaine d'après, pouf, tu retombes sur le bon fuseau horaire, ça sera pas grave. Puis, c'est sûr que ça demande de l'adaptation, mais je l'ai vécu, là, moi aussi, j'ai fait mais je le fais pas. Je l'ai fait travailler de nuit là, quand j'étais chez Valero comme agent de sécurité, puis jour soir nuit en rotation. Never again. Mais dans le sens que juste dire, OK, je me réveille en pleine nuit, je commence à juste comme écrire toutes mes idées que j'ai sur mon cellulaire, parce que j'ai toujours mon cellulaire à côté de moi. C'est comme, ouf, je me libère de ça. Puis c'est là que je suis le plus créative, je dirais. C'est justement quand je me mets pas de pression d'être devant mon ordinateur, syndrome de la page blanche, de vraiment dire, OK, ben là, ça vient quand ça vient, tout simplement. T'sais, je peux être en train de marcher dehors, puis, OK, j'ai telle affaire. C'est vraiment ça. Donc, tu as décidé de devenir solopreneur, tu as des talents, tu fais de la musique, tu as des talents de stratège, parce que, bon, Lego Serious Play, c'est quand même de la vision stratégique. Tu fais une quantité innombrable de formations, d'ateliers. Où se situe ton angle présentement? Qu'est-ce qui fait que tu prends autant de formations versus tu es en train de développer ton soloprenariat? Oui. Ben moi, c'est ça. C'est comme ma bibliothèque, là, que j'ai je sais pas combien de livres. Je butine tout le temps. Donc, j'ai beaucoup de difficultés. Puis dans le salariat aussi, c'était beaucoup ça. Gestion de projet, ben moi, je suis pas quelqu'un qui va terminer bien souvent les projets. Donc, moi, je fonctionne à la drive. C'est vraiment ça. Puis, quand ça me plaît plus ben, c'est comme. Je vois plus la raison d'être. Puis, c'est quoi qui te plaît? C'est quoi ton vent dans les voiles? Il est où exactement? En toute honnêteté, je sais pas. C'est vraiment ça. Puis, c'est dans le sens que. C'est peut-être mon côté autiste, mais on a des intérêts spécifiques. Ça peut durer une semaine, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 15 ans, comme le handpan, mon instrument de musique. On sait jamais, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je peux retourner à mes anciennes amours, comme on pourrait dire, mais c'est ça, c'est vraiment. Je me questionne beaucoup présentement sur mon ikigai, puis ikigai qui est un concept japonais, justement, de trouver son X et tout ça. Ce pourquoi t'es bon, ce pourquoi tu peux gagner de l'argent et tout ça. Puis moi, je sais, je suis multipotentielle à la base, donc c'est vraiment difficile de dire je m'en vais sur une chose, puis de faire un choix, de dire je stick to it. Je suis comme non, ça marche pas. Vraiment pas. Puis ça, c'est quelque chose que c'est important qu'on soulève, OK? Quand j'accompagne des gens en soloprenariat, et il y en a beaucoup qui arrivent de « j'ai pris plein de formations, j'ai monté mon plan d'affaires, blablabla, puis là, j'arrive pas à trouver mon logo, j'arrive pas à trouver mon titre, je trouve pas mon slogan, je sais même pas qu'est-ce que je fais, je comprends pas qu'est-ce que je fais. » Ça, là, c'est la pire des contraintes. Est-ce que, lorsque tu es arrivé à l'adolescence, tu savais qu'est-ce que tu faisais? Si tes parents, lorsque tu as choisi d'avoir un enfant, est-ce que tu savais que tu vivrais ce que tu vis aujourd'hui? Le soloprenariat, c'est la même putain d'affaire. Okay? Il faut se rentrer dans la tête que, justement, ce droit-là à changer d'idée, à changer de zone de plaisir, à changer de source de motivation, ça doit avoir sa place. Ça fait 8 ans que je suis en affaires, ça fait je sais pas combien de cartes d'affaires que j'ai différentes, ça fait je sais pas combien de roll-up que j'ai, parce que je fais jamais la même affaire. J'ai commencé, j'aidais du monde à se libérer de leurs blessures, de leur trauma d'agression sexuelle, puis aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs. Ce qui s'est passé entre les deux, puis je fais encore des fois des traumatismes sexuels, je fais encore des fois, mais ce qu'on fait en tant que solopreneur, on découvre à quel point on peut faire n'importe quoi, dans la mesure où on a du plaisir à le faire, dans la mesure où on choisit de le faire. Puis, pour des gens comme moi, Audrey, on est des hauts potentiels, on n'a pas un X, on a un W, esti. Donc, c'est de se faire accraire qu'il faut qu'on rentre dans une ligne droite, c'est le pire handicap qui va nous retarder dans notre cheminement, parce que œuvrer à sa réalisation, pour moi, c'est pas devenir travailleur autonome, là, c'est pas
avoir une job, c'est œuvrer à sa réalisation. Et c'est quoi œuvrer à sa réalisation? C'est se connaître, hostie, dans son potentiel, dans ce qu'on ne sait pas qu'on est, dans ce qu'on ne sait pas qu'on peut faire. Donc, ce cadre-là où est-ce qu'on s'oblige à savoir ce qu'on fait, puis qu'on s'oblige à choisir, c'est l'handicap du système scolaire présentement. Puis là, je m'emporte parce que je vois une personne devant moi qui a beaucoup à offrir, mais que le système l'a tellement convaincue qu'elle devait rentrer dans un cadre qu'aujourd'hui, elle ne sait plus ni où est le cadre, ni où est-ce qu'il pourrait ne pas s'appliquer. Et sa cage la fait tourner en rond. Donc, ce processus-là, où est-ce qu'on choisit de croire qu'on a quelque chose à offrir, la magie s'opère dans ça. C'est « je sais pas ce que j'ai à offrir ». C'est ça la magie, d'arriver à dire « je ne sais pas ce que j'ai à offrir, mais j'ai choisi d'aider ceux que je peux aider ». Et cette posture-là, au niveau quantique, c'est « j'ai à offrir » et j'ai la certitude d'avoir ce qu'il faut pour la personne qui va être magnétisée par mon signal quantique. Et c'est pour ça que ce que je fais change constamment parce que je permets aux gens de venir me dire ce que je suis rendue à faire. J'ai organisé un événement, une série de conférences dernièrement. Et j'ai eu la première de la série et j'ai un petit groupe de 5 personnes. J'avais 20 places, j'ai un petit groupe de 5 personnes. Puis là, je suis comme, j'ai juste 5 personnes, ça veut dire que je vais faire full pas ce que j'ai prévu faire. Fait que là, je suis comme, waouh, ça va donc être cool. Et comme de fait, on a passé une soirée extraordinaire. J'ai eu un retour comme, je devrais implanter cette forme d'activité-là parce que c'était vraiment encore mieux qu'une conférence, c'était encore mieux qu'un atelier. Mais je savais pas ce que je faisais. Et j'étais là en passant. Je l'ai vécu. Puis comment t'as trouvé ça? Moi, j'étais comme... parce que là, j'ai fait ma formation aussi en marketing quantique avec toi, puis à chaque fois que je participe à un événement quelconque, conférence, formation, tout ça, c'est comme, on a vraiment quelque chose à retenir. Puis là, tu parlais de ça, puis là, j'avais des frissons, là, pas des frissons, mais genre pétillement, on va dire ça comme ça. Ça évite de la joie, on va dire ça comme ça. Puis, dans le sens que c'est les échanges aussi des gens, ils posent des questions. Une personne qui a eu comme une espèce de grosse colère et que ça devait vraiment sortir. Puis c'est clair que si on était là avec cette personne-là, c'est qu'on avait à être là, nécessairement. Fait que tu sais, cette magie-là, où est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on a à livrer, on ne sait pas ce qu'on a à recevoir, et de permettre le plus de place à ça. C'est là que la magie s'opère. Puis ça devient tellement parfait que ça a l'air d'être planifié, mais on doit s'abandonner à ce flot-là où est-ce qu'on ne sait pas ce qu'on a à livrer. Et je pense que de se mettre dans cette posture-là où est-ce que on ne sait pas, permet de, s'enlever la pression de devoir performer, de devoir savoir, de devoir choisir. Du moment qu'on choisit, on devient parfait dans ma tête à moi. Si j'ai choisi de faire des conférences et finalement je fais des ateliers interactifs de partage. Donc, je sais même pas comment je vais appeler mes prochaines conférences parce que est-ce que vraiment ça va être encore pareil ou ça va être autre chose? Donc, il y a l'agilité aussi, le concept d'agilité. En tant qu'entrepreneur, je pense qu'on n'a pas le choix de s'adapter continuellement. Puis c'est comme, on pêche de la truite, mais finalement, c'est du brochet qui est dans le lac. Fait qu'il faut continuellement s'adapter. Puis dans le sens que, oui, il y a peut-être du vent, il y a de la pluie qui tombe, alors finalement, la pêche sera pas bonne cette journée-là. Fait que c'est un peu ça. Puis moi, je me définis un peu comme, quand on disait à un moment donné, dans un de nos réseautages, Mélissa nous a demandé c'est quoi notre rêve. Quand on était petite, ben moi je voulais être astronaute, mais dans le fond, ce que j'ai compris par la suite, c'est que je suis une exploratrice, mais peut-être d'expérience humaine plutôt que d'expérience cosmique, on va dire ça comme ça. Dans le fond, tu voulais explorer l'inexploré. On va dire ça comme ça. Ouais. Moi, l'image que j'ai de mon parcours, c'est comme, je sais pas où est-ce qu'il est mon phare. Il y a un phare, quelque part. Il faut juste que je fasse confiance, c'est un peu ça. Puis il y a de la brume partout. Il y a de la brume dans ma tête aussi. Fait que, ça fait juste comme rajouter une couche aussi, t'sais. Qu'est-ce qui fait, le thème full pas ma question,
Mais tu savais, tu me connais assez bien, je pense, pour savoir que ça allait venir. C'est en amour, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu crois que ton phare est à l'extérieur de toi? Non, il est à l'intérieur de moi, ça, je sais, mais c'est ça. C'est de le trouver. C'est de reconnaître Est-ce que j'en ai vraiment que besoin, tu es ouais. le phare. Oui, non, c'est ça. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un phare, dans le fond? C'est juste comme aller à l'aveugle, on va dire ça comme ça. C'est ça. Donc, dans mesure où tu es la flashlight, Ouais. la flashlight, elle éclaire. Puis, elle s'en calisse de dans quelle direction. Si elle éclaire, puis que son éclairage est perceptible, c'est parce qu'il fait noir dans l'endroit où elle éclaire. Fait que cet angle-là, où est-ce qu'on ne cherche plus à atteindre un objectif, à se définir, à parcourir une route qui a une destination, et qu'on reconnaît que ce vers quoi on avance, c'est la découverte du phare que nous sommes, du rayon lumineux, de notre façon de manifester, livrer, incarner la perfection, le plaisir, la joie et notre aptitude à interagir pour en permettre de côtoyer ces espaces-là. Donc, c'est sûr que en tant qu'autiste, le concept même qu'un individu, je pense que l'autisme a extrêmement de difficultés à atteindre l'individualité parce qu'il n'y a que le tout. Puis tu sais que tu fais pas dans le tout. Ça va bien. Et c'est ça qui fait qu'on se cherche parce que et ça, dans mon livre « Les 6 dieux et ta matière », j'explique les types de conscience, la conscience individu puis la conscience unité. La conscience individu, c'est tous ceux qui vivent, qui expérimentent le sentiment d'isolement, d'impertinence, d'être de trop, d'être différent, tout ce qui fait que je ne suis pas dans le tout. Les consciences unité, c'est le contraire. Ils vont s'associer au tout, mais se définir par le tout et subir le tout et ses limitations, mais ne croient qu'au potentiel du tout pour avancer aussi. Donc, ces deux types de conscience-là ont leurs bénéfices, ont leur fardeau, si on peut dire, mais ce que j'enseigne, c'est qu'on doit apprendre à cheminer vers son opposé. Et c'est là, je pense qu'au niveau de l'autisme, qui pour moi présente énormément de caractéristiques de l'extraterrestre, qui est dans un monde qui ne comprend pas. Je côtoie toutes sortes de gens. Et oui, l'extraterrestre, donc qui peut être soit un extraterrestre ou quelqu'un, une âme non incarnée qui téléguide son corps. On a énormément de difficultés à comprendre l'humain parce que on dirait que son objectif de vie, c'est l'autodestruction. Est-ce que... Est-ce que tu as... c'est quoi ta perception de l'humain en tant qu'élément externe? J'aimerais avoir ta vision de l'humain. En toute honnêteté, ce pourquoi je ne sais pas qui je suis, ben c'est que justement la populace générale pense qu'ils sont telle affaire, mais finalement, ils sont pas ça. Puis c'est peut-être, moi, je vois un peu plus qu'est-ce qu'ils sont réellement, versus ce qu'ils showcase, on peut dire, l'espèce de masque qu'ils se mettent. Moi, toute ma vie, je me suis mis des masques d'une certaine façon. J'ai joué au caméléon. C'est comme j'arrive dans un groupe et je suis comme, je m'adapte. C'est vraiment ça, tu sais. Fait le lendemain, c'est sûr que je suis brûlée parce que je me suis adaptée tout le temps. Puis, dans le fond, ce vers quoi je m'enligne de plus en plus, puis je pense que tu as vu peut-être l'évolution dans les derniers mois, c'est vraiment être dans ma pleine vulnérabilité puis dans mon authenticité. Puis ça, c'est vraiment difficile à faire, veux pas, là, parce que tu as peur du jugement, tu as peur tes proches, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. Eux ont encore la vision de la petite fille de 5 ans qui... Tu sais, c'est ça. Fait on évolue, mais en même temps, on a l'impression d'évoluer peut-être à pas de géant, alors que le reste du monde sont comme au ralenti, d'une certaine façon, je dirais. Oui, bien, c'est parce que ça, c'est souvent, c'est souvent une contrainte que je rencontre quand j'accompagne les gens. C'est que lorsqu'on travaille sur soi, qu'on choisit de progresser, d'avancer, de changer, malheureusement, on est souvent contraint à espérer un constat de la différence. Mais malheureusement, lorsqu'on se transforme, il y a comme
un espace très, 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 très fin entre découvrir à quel point les gens changent lorsqu'on se transforme. Et le challenge, c'est d'arriver, lorsqu'on se transforme, à permettre que les gens ne soient plus ce que l'on croit qu'ils sont. Ça, là, c'est super important à conscientiser parce que les gens ne sont que la manifestation de ce en quoi on croit. Donc, si tu es convaincu d'être X et que tu as besoin de des Y pour exister en posture de X, les gens vont être des Y et ils vont rester des Y. Si tu choisis de changer et tu deviens un C, admettons, mais que tu es convaincu que les gens sont encore des Grecs, ils ne pourront être que des Grecs. Donc, ce qui est important, c'est de se repositionner au niveau de ta conception de l'autre. Et ça, c'est en accompagnement, oui, ça peut impacter ton soloprenariat, mais à la base, c'est pour ça que je travaille tout le temps avec l'individu avant de travailler avec le solopreneur, de permettre la refonte de ton entourage, est aussi un élément de transformation personnelle, c'est d'oublier tout ce que tu crois savoir, autant sur toi que sur l'autre, pour que l'autre puisse être autre chose dans ta vie. Et ça, c'est tellement subtil, c'est tellement fucké, puis ça a tellement pas l'air crédible, tant qu'on l'a pas vécu, que je comprends tout à fait que tu sois sceptique et que Audrey soit sceptique. N'es-tu pas sceptique? Écoute, je me croirais dans une émission de passe-partout avec la confidence. Mais regarde, c'est la grosse mode de la PNL, OK? Puis j'ai pris une formation de base en hypnose et en PNL, donc j'ai quand même ces notions-là. Puis c'est une des choses qui se fait en PNL. C'est le processus, c'est d'oublier tout ce que tu crois savoir pour permettre l'ouverture des possibilités. Puis, donc, oui, ça se fait par la tête. Parce que tout se manifeste dans la mesure où tu y crois. Sauf que, quand tu te changes, toi, au niveau de ton champ quantique, tu vas magnétiser des choses différentes. Et si tu ne permets pas à l'autre d'être différent, ça va faire comme un clash de réalité qui va t'empêcher de te transformer parce que tu vas dépendre de l'impact de l'autre pour croire à ta nouvelle réalité, pour installer les fondations de ta nouvelle réalité. Donc, c'est pour ça que moi, je travaille au niveau du champ quantique parce que la conviction en les autres est tellement forte parce que ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'on confirme notre conception de l'autre, qu'avant qu'on arrive à le changer, ben l'autre, il ne changera pas parce qu'il ne sait pas ce que tu fais de lui. Il ne sait pas, il sait pas ce qui a été pour toi. Donc, il ne peut pas changer. Comme la cafetière, elle ne change pas. Après 1 heure, elle décide de partir. Tu n'avais pas pensé à ça. L'autre ne peut pas changer parce qu'il n'est pas au courant de ce que tu as fait de lui. Donc, quand tu changes toi, l'autre peut changer, mais si tu lui permettras pas, si tu lui permets pas, il ne peut pas changer. Et c'est là que le challenge s'installe, puis qu'il faut vraiment accepter de sauter dans le vide pour permettre à l'autre que ça se passe. Ce que tu dis, justement, c'est que se permettre aux autres qui changent, mais aussi, il faut se permettre à soi de changer. Puis ça, j'ai une petite tranche de vie comme ça. Entre secondaire 4 et 5, j'ai pris la décision, j'avais fait un échange étudiant, là, j'avais juste le goût de avoir une nouvelle vie. T'sais. Moi, je viens d'un village. Village égale même réputation, tu suis ton monde, garderie, même après ça, primaire, secondaire, puis après ça, là, tu te ramasses avec cette gang-là, tu te dis, ah ben, je vais finir mon bal de finissant avec ce monde-là. Finalement, moi, j'avais juste le goût d'avoir une nouvelle identité, vraiment. Puis, tu sais, j'étais la reject du village, on va dire ça comme ça. Fait ça m'a toujours suivi, puis j'étais comme, je pense que je vaux plus. C'est un peu la même affaire avec l'entrepreneuriat. Tu sais, je me suis dit, ben là, tu sais, je pense que le salariat, c'est bien correct. J'ai fait ma job, mais j'ai goût à plus. J'ai goût à une nouvelle identité, puis j'ai goût d'essayer surtout d'autres choses, tu sais. Fait que pour moi, je voyais ça comme une découverte. Autant cette nouvelle école-là, j'ai rencontré d'autres personnes, fait que ça me faisait développer différentes aptitudes qui étaient différentes, surtout volet social, mais tu sais, dans le sens que tu élargis ton cercle d'amis, ton social et tout ça, fait que tu apprends à te connaître encore plus. Donc, c'est ça.
Lorsqu'on fait du réseautage, on se voit beaucoup dans différents groupes de réseautage ensemble. Des fois, tu te présentes au niveau de ton handpan. Des fois, tu te présentes sur les Go Serious Play. Des fois, tu fais j'accompagne. Des fois, c'est je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Je parle des autres, je les autres. Ouais, c'est ça. Mais tu prends tout le temps beaucoup de notes. Oui. Et est-ce qu'elles te servent tes notes? Ou c'est juste pour garder ton focus pendant les rencontres? Non, moi, j'ai une façon différente de réseauter. Tu sais, quand tu disais ma carte d'affaires, mon roll-up, tout ça, moi, j'en ai rien à foutre des cartes d'affaires, en toute honnêteté. Parce que, justement, ben là, j'en ai fait imprimer pour le salon de l'éveil, parce que je me suis dit, OK, ben peut-être que là, juste en leur donnant, tu sais, j'essaie des affaires, mais dans le sens que moi, ma force, c'est de savoir en temps réel, un peu... L'entropie, là, tu le vois chez moi, là, mais l'entropie, le phénomène de l'entropie, l'univers est fait pour l'entropie, le degré de désordre. Donc, moi, je fonctionne dans un degré de désordre qui fait que je comprends en temps réel à peu près où est-ce que les gens se situent, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Puis en prenant des notes, justement, ça me permet de savoir, OK, le grand rêve de cette personne-là, c'était l'affaire. Ah ben, I make it happen, tu sais, d'une certaine façon. Moi, je travaille pour les autres. En fait, l'entrepreneuriat, là, puis je me vois pas solopreneur à vitam aeternam, là, je me vois à m'entourer de gens, puis de justement quelqu'un de structuré qui va m'aider à juste mettre de la structure un peu dans tout ce que j'ai, mais ça me prend quand même d'intuitif et tout ça, mais d'une certaine façon, c'est comme, je veux vraiment donner de la job aux gens qui m'entourent, c'est vraiment ça. Puis c'est une façon, éventuellement, je vais trouver une façon de la monétiser. Bon, il y a l'affiliate marketing, là, le marketing d'affiliés, qui peut être utile et tout ça, puis référer et tout ça, mais je crois vraiment en la collaboration, puis c'est un écosystème, l'entrepreneuriat. C'est un autre monde qui est à part un peu du salariat, mais en même temps, tu réalises que chaque employeur a quand même partie de quelque chose. Donc, c'est évolutif, je dirais ça comme ça. Donc, les notes que tu prends, c'est, dans le fond, c'est ta map monde des connaissances que tu découvres et comme un système synaptique, tu fais des liens, je fais des liens que les gens ne font pas nécessairement. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, je veux justement une autre bulle au cerveau, c'est parce que j'ai beaucoup de bulles au cerveau, on s'entend. Mais ce que je veux vraiment faire aussi, c'est une formation sur comment réseauter en tant que neuroatypique. En étant introverti surtout, parce que je sais que beaucoup de personnes ont de la difficulté avec le réseautage. Puis moi, je suis pas une passeuse de cartes, comme je vous disais, mais je suis la dernière à parler dans un groupe. J'écoute ce que les autres disent, puis quand tu dis justement, tu vends tes trames de sonore de handpan ou peu importe, tu vends les Go Serious Play, tout ça, ben moi je m'adapte en conséquence de ce que les gens parlent. Parce que je sais que, dans le fond, comme je fais plusieurs choses, ben, que je peux contribuer à une façon peut-être différente pour chaque personne. Donc oui, mon discours change. Ça paraît comme si j'étais la fille qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va, mais en même temps, je m'adapte continuellement en conséquence de la personne qui est devant moi. Puis cette personne-là peut avoir totalement tout le temps le même discours, le même pitch et tout ça. Puis je suis comme, à un moment donné, moi je suis tannée d'écouter ça. Ça me rejoint pas nécessairement, ce genre de discours-là. Dirais-tu que, suite à ton parcours, que t'as graduellement intégré ta posture de neuroatypique? Puis, tu as comme une certaine, ce qu'on pourrait appeler une maturité de neuroatypique qui te permet... Dans ma crise d'adolescence, on va dire ça comme ça. Crise d'adolescence ou pas? Je m'en foutisse, puis mais tu as une maturité. Donc, qu'est-ce qui fait que dans toutes les fois où tu as présenté ce que tu faisais, tu n'as jamais dit je suis une personne ressource pour les neuroatypiques? J'y avais pas pensé. OK. Moi, je trouve que ce serait une super de bonne idée. je vais organiser une retraite, justement, de neuroatypique. Puis parce que je trouve que, justement, en tant qu'entrepreneur, à la base, on se sent parfois isolé. Même si on est entouré d'entrepreneurs, c'est comme on n'ose peut-être pas aller discuter avec ces autres personnes-là parce qu'on a peur de déranger, comme dans la vie en général. Mais on dirait qu'en tant que neuroatypique, on a l'impression peut-être que... on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, encore plus que la majorité des gens. OK. Qu'est-ce qui fait que tu crois que c'est encore plus? La majorité des gens, tu les définis comment?
En fait, dans le sens que les neuroatypiques ont besoin de toucher à plein de choses, plus que, encore plus la population en général. Donc, tu sais, je prends l'exemple là, des entreprises qui t'offrent pas 5 ans. Là. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, là, mais c'est quand même assez impressionnant. Puis, on sait que j'avais assisté à un webinaire justement sur tout ce qui est neurodiversité en entrepreneuriat. Il y a eu un rapport qui a été émis justement au niveau de la populace québécoise entrepreneuriale. Puis je pense que c'est 65, 75 ou 85% des entrepreneurs qui sont neuroatypiques. Ça peut probablement, tant qu'à moi, c'est mon hypothèse, mais expliquer ça pourquoi justement les entreprises ne t'offrent pas. Parce qu'on se tourne bien souvent, en tout cas, moi c'est mon cas, on se tourne vers l'entrepreneuriat parce qu'on ne fit pas dans le moule du salariat, où on est juste comme, on a besoin de notre liberté, où on veut juste justement exploiter notre plein potentiel, puis comme pouvoir être dans de la joie plus souvent, tu sais, vraiment faire qu'est-ce qui nous plaît. Mais on ne se sent pas nécessairement outillé ou accompagné, tout simplement. Donc, je trouve ça pertinent de justement se rencontrer. Bon, ça sera les neurotypiques anonymes, neurotypiques anonymes, peu importe, on trouvera le nom, mais dans le sens qu'il faut s'entourer, puis autant il faut s'entourer d'entrepreneurs quand on est entrepreneur, autant il faut s'entourer de neuroatypiques qui nous comprennent pour vraiment être à notre plein potentiel. Je ne dis pas d'être entouré juste de neuroatypiques, là, parce qu'à un moment donné, un party de neuroatypiques, ça va être bien beau. Là. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Moi, j'aimerais amener une notion importante par rapport à ce que tu dis, le garbage au bout de 5 ans. Moi, je pense que autant les neuroatypiques que les humains standards, on vit à une ère de jetables. Et j'aimerais faire un parallèle avec nos vies amoureuses. Ça peut avoir l'air banaliser les choses, mais moi, j'avais des relations de 3 à 5 ans avec mes chums. C'était en masse, puis c'était assez pour découvrir que je n'avais plein de cul puis que j'avais besoin de changement. Et ce que j'ai vécu avec mon chum, ben, ça va faire quand même 20 ans, pas loin que je suis avec mon chum. Et ça fait 5 relations qu'on a à l'intérieur de la même relation. Donc, quand on voit que nos besoins changent, nous on change, l'autre change, on se fait un meeting, puis on fait une mise au point, puis on se dit, ah ben là, regarde, maintenant ma zone de plaisir c'est là, maintenant mes besoins sont là, mes limites sont là, mes objectifs sont là, t'as-tu envie encore de coexister avec ça? T'as-tu des points communs avec ça? Est-ce qu'on continue? Et oui, on le fait. Donc on a fait ça, et ça fait 5 fois que notre relation se refond. Et je crois que quand je dis que le soloprenariat, c'est choisir de se découvrir, d'avancer et tout ça. Donc, c'est pas parce qu'on se réoriente au niveau entrepreneuriat que l'entreprise doit fermer. Puis je pense que c'est important de soulever ce point-là que c'est pas parce que tu te pars de telle affaire que ça changera pas. Comme je disais tantôt, j'ai parti dans l'agression sexuelle, je suis rendue, j'accompagne des solopreneurs, mais j'accompagne des extraterrestres aussi, puis j'accompagne des gens qui ont des peurs. Je fais n'importe quoi. Il n'y a rien de pire qu'un plan d'affaires, en fait. Parce qu'un plan d'affaires, à la base, il faudrait que ça évolue. Puis bien souvent, des gens, des entrepreneurs reviennent pas à justement une séance stratégique, si on peut dire, de juste dire, hey, à chaque année, là, ça me tente encore de faire ça. Puis est-ce que c'est vraiment la bonne orientation à prendre et tout ça, tu sais? Je pense que dans n'importe quel aspect de notre vie, bien souvent, on cherche nos pantoufles. C'est vraiment ça, tu sais. Fait que quand je dis, quand les gens viennent me voir, ça m'est arrivé plein de fois que j'accompagnais des entrepreneurs. Puis là, ils me disaient, mettons, leur titre ou leur nom d'entreprise, ou ils me montraient leur logo. Puis là, ben, ils me montraient leur carte d'affaires, puis leur face n'était même pas dessus. J'arrive sur leur site web, leur face n'est pas nulle part non plus. Lorsque ton slogan, ton logo, ton titre, ton entreprise est fixé sur quelque chose, comme quelqu'un, une personne qui a passé c'était quoi donc de la coiffure à la comptabilité là, c'est une des entrevues qu'on a vu passer. Donc comment il faut permettre ça, et je pense que en mettant ta face, ton nom,
comme non-entreprise, tu te laisses de la latitude. Tu peux appeler ça production CB, tu peux pas, tu sais, mais ton concept du moyen, là, c'est ça, c'est ta business. On est un brand. Puis c'est à toi. Si tu sens le besoin de te cacher derrière quoi que ce soit, ou si tu sens besoin de promouvoir quelque chose qui te minimise l'impact sur toi, ben il y a un problème. Donc, c'est de vraiment, c'est toi. Tu choisis de croire en toi, tu choisis de croire que tu as à offrir, mais tu n'as aucune idée ce que c'est. Et pouf! Tu y vas. Et là, tu vas savoir ce que tu fais parce que les gens vont venir te dire « Hey, tu fais ça? T'aimes ça? » Ouais. Puis une de mes coachs, elle nous avait fortement recommandé sur nos pages Facebook d'entreprise, justement. Mais moi, ça s'appelle Assembler, mon entreprise. Ça me donne une flexibilité. Ça peut être n'importe quoi, dans le fond. Mais c'est assemblé par Audrey Dessureau. Dans le fond, je veux que Assemblée et Audrey Dessureau soient associés ensemble. C'est sûr que je ne serai pas à vitam aeternam, justement, comme toute seule, mais je veux quand même que les deux soient associés ensemble. Puis, tu sais, je pense que c'est d'assumer qui on est, littéralement, tu sais. Puis, des fois, c'est comme, on n'assume pas nécessairement notre nom de famille, c'est un peu ça, mais il faut assumer qui on est, littéralement, puis ça fait partie de notre identité aussi. C'est drôle que tu dises ça, assumer son nom de famille, parce que j'avais une cliente, justement, on était en train de monter son image, puis ses choses, puis là, ben, je disais son prénom, puis quand je disais son nom de famille, ça grichait. Contraction. Ouais, il y avait comme une contraction. Puis là, ben, j'ai dit, veux-tu, on va investiguer ton nom de famille? On dirait qu'il y a quelque chose qui chie. Y a-tu quelque chose que, tu sais, souvent le nom de famille vient du père, ou, tu sais, puis là, ben, fait qu'on est allé fouiller le nom de famille. Puis là, ça l'a ouvert. Fait que, tu sais, ça peut être aussi subtil que ça, de toute l'ampleur de ce que nous sommes, a sa propre fréquence, que ce soit ton nom, ton prénom, et comment tu choisis de te présenter, ton titre ou peu importe. C'est très important que ça vibre avec toi parce que ta distorsion va brouiller ton signal et ta clientèle ne pourra pas te repérer par ta fréquence vibratoire. Et c'est là que c'est super important que si tu as envie de cacher des petits bouts de toi, si tu as honte de des petits bouts, puis tu as envie de promouvoir juste une partie, ben, demande-toi pas pourquoi tu n'as pas beaucoup de clients parce qu'il y en a un petit bout de caché. Donc tout ce que tu caches, que tu sais pas que les gens ont besoin, ben, tu te prives de toute cette clientèle-là. Comment tu vis ça, les petits bouts de cachés? C'est juste drôle quand tu disais, j'étais comme, ah non. Mais tu savais que t'allais y passer! Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, les petits bouts de cachés, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont. Essentiellement, c'est beaucoup ça. Puis, comment dire, tu sais, dans le sens que quand je rencontre des gens en réseautage, puis qu'ils me disent, ah, je suis juste coiffeuse, ou, tu sais, dans ce sens-là. Le fucking juste. J'étais juste agent de sécurité à l'époque. Non, je suis Audrey, tu sais, c'est ça, tu sais, dans le sens que on n'est pas juste l'identité qu'on se donne, puis justement, je pense que c'est la découverte de qui on est, je pense que c'est toute notre vie qu'on va essayer de découvrir qui on est, puis même encore notre mort, on ne saura même pas qui on est réellement, mais c'est ça, c'est comme, oui, je sais que, dans le fond, présentement, je prive des gens de mon talent, puis je me prive de l'argent par rapport à, justement, qui pourrait être généré par rapport à ça. Et je me prive aussi de l'impact que je peux avoir sur la société d'une certaine façon. Parce que, tu sais, je sais que je vais avoir un impact. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ma façon. Tu sais, je disais tout à l'heure que je veux aller à mon rythme, mais je veux aussi avoir un impact positif en général, mais je sais pas quel genre d'impact que je veux laisser. Tu sais, un legacy, là, tu sais, léguer quelque chose à la société, ben c'est dire, ah, ben ma vie n'a pas servi à rien. Elle a vraiment servi à quelque chose, tu sais. Puis que, dans le fond, tu as impacté chaque personne que tu auras rencontrée, ben tu auras semé peut-être une petite graine. T'sais, puis en réseautage, justement, tu sais, moi, ma force, c'est justement de dire, je mets en relation 2-3 personnes à chaque personne que je rencontre. Ou genre, pour l'instant, je sais pas comment l'aider, mais je sais que ça a semé une graine, puis je vais essayer de continuer à l'aider, tu sais, d'une certaine façon. Mais en même temps, il faut que j'accepte l'aide des gens. Ça, c'est un autre aspect aussi. Ça serait une autre phase de vie. C'est une autre histoire! Ouais. Oui, recevoir. Ouais. Quand je disais accueillir puis découvrir ce que tu as à offrir par le biais des gens qui vont venir te livrer ça, nécessite immanquablement une posture d'être capable de recevoir. Chris, je ne le savais pas.
Et ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de côtoyer la frustration beaucoup. Parce que quand, admettons, mise en circonstance très claire, admettons que moi je pense qu'il faut que j'aide les gens dans telle affaire. Et je décide de me promouvoir comme ça, d'organiser des activités comme ça, blablabla, blablabla. Et je ne veux pas, comme il y en a qui disent, ah, moi je m'adresse aux femmes, puis ils se ramassent avec des hommes en consultation, et vice-versa. Donc, si on ne s'ouvre pas et qu'on dit non lorsque les opportunités externes à notre ligne de conduite se présentent, ça ne nous remet pas sur notre track. Donc, cette posture-là, où est-ce que moi, c'était vraiment drôle. Je m'en vais me faire masser chez ma massothérapeute et pendant je m'installe sur la table, puis là, ça fait comme, hey, excuse, là, il y a 3 êtres qui s'en viennent. Je sais pas s'ils viennent parler à moi ou à toi, mais en tout cas, si c'est à toi, tu veux-tu les entendre? Elle dit, ben oui. Fait que là, fait que j'ai passé mon massage à canaliser de l'information pour ma massothérapeute. Ben, J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai reçu des affaires en même temps, OK? Ouais. Fait que toujours est-il, elle a trippé au bout Ouais. et elle a parlé de moi à une de ses amies. Et là, je reçois un téléphone et la personne me dit, ça a l'air que tu fais du passage d'âme. Hein? Ah ouais? J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Fait que là, j'ai dit, oui. Et là, j'ai demandé, ben, la question numéro 1, ça a été, c'est quoi pour toi du passage d'âme? Ouais. Puis là, ben, j'ai dit, oui. Pourquoi pas? Donc, je dis tout le temps oui quand on me demande, tu fais-tu telle affaire? Parce que je me dis, si la personne, elle s'est rendue jusqu'à moi, elle m'a trouvé d'une façon X, par l'intermédiaire peut-être de 5 personnes ou de 2, 3 sites web, elle retontit à moi, là, c'est parce que j'ai quelque chose à y offrir que je sais pas. Fait que je dis tout le temps oui. Puis, fais-le, là. Fais-le vraiment, parce que tu vas triper au bout, parce qu'on découvre des choses. Donc, oui, j'ai fait du passage d'âme avec la fille, mais je ne savais pas que je faisais ça. Puis, j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Sa mère était décédée, elle est venue y faire un câlin, elle est venue la soulager de sa culpabilité que la fille n'avait pas été voir sa mère à l'enterrement. Puis, en tout cas, ça a été vraiment super trippant. Mais c'est drôle parce que bien souvent, on sait qu'est-ce qu'on fait, mais il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Dans le sens qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, ben c'était des encyclopédies, mais en même temps, on avait des limites à savoir vraiment, bon, ben c'est telle affaire, c'est ça. Nommer, là. C'est ça, fait que dans le sens que autant je savais que j'avais une différence, autant Sky était de limite. C'était quoi la différence? C'était quoi la différence, c'est ça, exactement. Fait que fallait justement que j'aie une amie autiste qui me dise, hey Audrey, as-tu pensé à. Justement, tu serais pas autiste par hasard, tu sais, c'est vraiment ça. Parce que. Oser en parler aussi, être ouvert à discuter de, bon, mais qu'est-ce que je fais, mais d'être ouvert aussi à qu'est-ce que les gens te disent aussi par rapport à toi. Oui, parce que ce soit les hauts potentiels, que ce soit les autistes, les neuroatypiques, appelle ça comme tu voudras, l'humain est illimité. Et quand on parle de connaissance de soi, c'est découvrir à quel point tu es illimité. Donc, si tu te limites de prime abord, ben, tu te prives de découvrir ton aspect illimité. Parce que c'est pas juste nous autres qu'on peut être comme ça. Toi, n'importe qui peut être comme ça. Dans la mesure où on s'abandonne à l'illimité, on nous le livre et on l'expérimente. Donc, c'est là où est-ce que on doit permettre ça, un espace à l'inconnu, un espace à l'illimité et à découvrir ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut œuvrer au-delà de notre conception de nous-mêmes et au-delà de notre conception de l'autre et au-delà de notre interaction et de l'impact qu'on peut avoir sur l'autre. Et c'est là que les surprises surviennent et que c'est vraiment trippant et c'est là que la joie s'installe. Parce que si tu t'acharnes à livrer ce que tu crois devoir livrer et que tu te bornes à ça et que c'est pas ça que tu as livré, tu vas être frustré, déçu, tu vas avoir des échecs, de l'endettement, tu n'auras pas de résultats. Tu n'auras pas de poisson. Ça va être comme l'essoufflement. C'est ça, exactement. Puis je pense que c'est ce que tu expérimentes. Oui, puis je pense que c'est d'apprendre à... Tu sais, présentement, je me sens comme un peu dans l'acharnement, je dirais, côté finance et tout ça, puis je suis comme... Non, mais je veux juste pas regretter, d'une certaine façon, tu sais. Fait que c'est bien beau dire, OK, je me rends en ligne et tout ça, mais tu sais, à un moment donné, je pense que tout entrepreneur, peut-être qu'il se tourne vers le salariat parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais c'est ça, je pense que c'est mettre nos limites, mais en même temps d'accepter que
il est plus grand que nous pour justement nous propulser, tu sais. Fait que est-ce que ça sera la rencontre d'une seule personne qui va me dire, tu sais, je n'ai rencontré une personne lundi, elle m'a dit, je peux t'aider, puis elle m'a donné des cues de, hey, il faut que tu communiques avec telle personne, telle personne, telle personne. Je suis comme, hein, ok, ben là, ça peut peut-être tout changer l'histoire de mon entrepreneuriat, tu sais, dans le sens, ça va me donner quelque chose de steady. Essentiellement, c'est ça que ça prend, d'avoir un truc Une qui ouverture. est plus... Une ouverture vers une certaine stabilité, mais après ça, comme avoir un buffet chinois devant toi pour tout le reste que tu veux vraiment développer dans ton entreprise. T'sais. Mais ça prend une stabilité à la base, minimalement, un 5-10 heures semaine que tu as le même client et tout ça. Puis après ça, tu peux pas avoir tout le temps le même client, anyway. Là. Donc, c'est de dire, ah, ben, si ce client-là quitte, ben, c'est pour le mieux, mais d'être ouvert justement à ces opportunités-là qui vont se présenter. Puis, quand on parle d'épuisement, de fatigue, ça s'expérimente autant dans le salariat que dans le soloprenariat. Ouais. Parce que, veut pas, lorsqu'on est dans le salariat, on se met une pression, on s'oblige à faire des choses qui nous procurent pas nécessairement de plaisir. Et on est une bébite faite pour expérimenter le plaisir matière. On est fait pour jouir de la vie. Et là, on se contraint à faire de l'argent. Un moulin est un moulin parce qu'il y a de l'eau. Et nous sommes un moulin qui se nourrit d'eau nommée argent, nommée amour, nommée joie-joie, nommée proximité, nommée relation. Et c'est notre aptitude à s'abandonner au sens du courant qui va faire qu'on va se nourrir. Si on marche à contre-courant, on va être fatigué, c'est inévitable. Donc, va marcher à l'envers dans une rivière pendant une journée, là, et c'est ça que tu exiges de toi si tu n'es pas dans ta zone de plaisir. Et ça s'expérimente autant dans le salariat que dans l'entrepreneuriat. Donc, je l'ai vécu aussi, là, vraiment. Là. Si j'avais pas vécu justement la bipolarité, puis la connaissance de soi qui est venue avec ça, je me serais solidement plantée. J'aurais été en dépression, puis les gens m'auraient vraiment ramassé à la petite cuillère, puis plus qu'une fois, je pense. Vraiment. Fait que c'est ça, c'est la connaissance de soi est vraiment archi essentielle là-dedans. Puis ta raison d'être, ça, pourquoi vraiment tu le fais. Le big why, là, Simone Sinek, là, ben, pourquoi tu le fais? Tu sais, si ta job de salarié te plaît plus, pourquoi que tu restes là? C'est parce que c'est tes pantoufles, c'est ta sécurité, tout ça. Puis combien de gens sont malheureux, justement, qui disent ils attendent juste leur retraite. Tu sais, je trouve ça malheureux. C'est ça. Fait que peu importe dans quelle zone tu es, si c'est fatigant, si c'est épuisant pour ton corps physique, tu changes d'axe. Donc, si tu es dans le salariat, puis que pour toi, tu es confortable dans le salariat, mais que physiquement, ton corps te dit « je m'épuise plus que je me nourris », change de job. Si tu es dans le soloprenariat et que tu t'épuises à faire ce que tu fais, c'est peut-être juste que tu changes d'angle de solopreneur. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est soloprenariat ou salariat. Il y a plein d'autres options. Donc, tu peux changer de job, tu peux changer d'orientation, de carrière en tant que solopreneur. Tu peux alterner les deux, tu peux combiner les deux. Donc, sky's the limit, là. C'est de trouver ta zone de plaisir, ta zone d'équilibre. Et c'est là que l'épuisement, à un moment donné, tu vas te nourrir plus que t'épuiser parce que tu vas être en quête de ton plaisir. Moi, je dis souvent en réseautage, je lis ma clientèle. Mais pourquoi je réseaute? Pour ma santé mentale, estifie. Parce que si je fais juste écrire, faire de la consultation, je vais virer folle. Parce que je vais oublier pourquoi j'œuvre. Je suis venue ici œuvrer à l'humanité. Puis si je fais juste œuvrer à chaque individu, si je fais juste écrire des pages de des livres, je perds le contact avec l'humanité. Ça te donne des idées aussi, bien souvent. Une simple conversation peut te donner une idée de justement, hey, il y a besoin dans telle affaire, on va faire ça. Puis tu sais, ça va vibrer. Là, la personne va te dire on ça. On développe des outils. Il faut vraiment que je fasse ça. Donc, c'est devoir saisir les opportunités. Puis des fois, c'est ça, c'est un petit quelque chose qui te fait changer ta business bout pour bout, là, d'une certaine façon. Donc, c'est ça. J'attends juste le « ah » moment de mon côté. Mais ça viendra, tu sais. Je pensais que je l'avais, justement, au mois de décembre, en me dirigeant, justement, dans des ateliers pour reprenariat et fusion d'entreprise. Puis, quand une de mes coachs me dit « Audrey, savais-tu vraiment en toi? »
Une contraction, vraiment, tu sais. Ben, moi, je pense, OK, moi, je suis au potentiel et j'ai tourné en rond longtemps parce que dans mesure où je décidais de faire quelque chose, j'étais capable de le faire. Donc, je tournais en rond parce que dès que j'avais une opportunité, ça a l'air trippant, on va aller faire ça, on va aller faire ça, on va aller faire ça. Shiny object, Mais c'est parce qu'à un moment donné, tout devient facile, tout devient. Et on se nourrit plus. Et moi, c'est par l'astrologie karmique du double zodiaque que là, j'ai eu comme un Ah! Oui, c'est vrai que c'était le point commun à toutes les guédis que j'avais faites dans ma vie. Là, j'avais un axe. Et là, j'ai pris un axe, plus ou moins, mais tu sais, je m'en allais chambranlante, j'avais mon interprétation de ce qu'il m'avait dit. J'ai pensé que c'était ça, puis là, finalement, c'était pas ça pendant tout, c'était ça finalement. Mais c'était le même genre. Puis j'aurais pu établir la même définition, mais c'était deux choses qui étaient un petit peu différentes. Fait que je me suis plantée dans mon interprétation de la ligne de conduite, mais ça m'a permis de préciser un petit peu plus. Puis, OK, là, je suis tombée dans ma traque comme il faut. Mais les neuroatypiques ont une facilité à se prêter à toutes sortes d'idées parce que ils voient le potentiel de connectivité dans n'importe quel projet et ils sont capables de s'adapter beaucoup. Parce qu'ils ont une facilité à se négliger, à s'ignorer, à ne pas se voir dans ce fameux tout-là. Donc, ça permet de se lancer un petit peu partout. Et c'est là que ça va être de trouver un axe qui est permanent, et c'est le plaisir. Mais justement, tu sais, quand tu parlais que c'est facile, moi, c'est ça a toujours été rough. Faut tout le temps que je bûche et tout ça. Fait que, tu sais, ça veut dire que justement, si c'est difficile, c'est que c'est pas dans ma zone. C'est pas ton axe. C'est pas mon axe, exactement. Fait que je cherche de la légèreté, de la facilité, puis je suis comme, je le vois pas justement, qu'est-ce qui est léger et facile. Ça, c'est un enjeu justement de ne pas avoir de perspective par rapport à ce que je vis et tout ça. Fait que, en faisant du réseautage, en rencontrant d'autres personnes, c'est là que genre, les gens te projettent, ah, ben t'es bonne dans telle affaire. Ah, mais pourquoi pas que je ferais ça, t'sais. Fait que c'est ça, en étant ouverte à, ah, ben oui, exemple, je fais du passage d'armes, ben, ah, ben je savais pas que je faisais ça. C'est bien trop facile. Pourquoi je serais payée pour ça, tu sais? Donc, c'est un peu ça. C'est souvent ça. Lorsqu'on trouve notre X ou notre W pour les neuroatypiques, on découvre à quel point que c'était tellement évident pour nous qu'on ne pense pas que les gens peuvent en avoir besoin parce qu'on pense que tout le monde sont faits comme nous. Okay. Je pense que ça revient dans plusieurs des entrevues qu'on a faites. Donne-toi le droit d'aller dans la zone où c'est facile pour toi parce que c'est sûr, parce que tous les humains ne sont pas pareils. Donc, si c'est facile pour toi, c'est sûr que c'est difficile pour quelqu'un à quelque part. Et dans la mesure, tu as le droit d'être dans ta zone de facilité, tu as le droit d'être dans ta zone de plaisir, tu as le droit d'être dans une zone où ce que c'est pas compliqué. Et souvent, on dévalorise cette facilité-là et on a tendance à ne pas la monnayer parce que, voyons, excusez, parce que c'est tellement facile pour nous qu'on... On a la conception que faire de l'argent, c'est difficile. Puis qu'on ne peut pas être payé pour avoir du plaisir. C'est le fondement du travail. Tu sais, il faut que je gagne ma vie. Je suis pas là pour m'amuser. Donc, on apprend ça à l'école, après ça à la grande école, après ça... Le mot gagner, c'est tellement ouf. Fait que je pense qu'il y a un repositionnement important à faire et c'est d'accorder l'espace plaisir, va où ce que tu as du fun. Puis Audrey, je pense que ta zone plaisir, c'est les connexions. Donc, par un réseautage pour neuroatypiques avec tout le monde. Mais où est-ce que les neuroatypiques vont se sentir accueillis. Et ça, ça veut dire que tu inclus autant des diagnostics que des autodiagnostics. C'est ça. Tu sais, toute la série de hypersensibles, empathes, au potentiel, ZEB, blabla, c'est des types d'humains qui ont été identifiés par ceux qui le sont. Mais si on les nomme du côté médical, ben c'est les TSA, les TDA, les TDAH, c'est toute la même hostie de gang. OK? On a une différence humaine à assumer, à apprécier, à découvrir, à cultiver, parce qu'on a une richesse, c'est l'incapacité à rester dans un cadre. Et je pense que l'humain a besoin de se réapproprier
ses facultés de ne pas être dans le cadre d'en jouir et de s'amuser avec ça. Et je souhaite sincèrement que cette entrevue-là soit vue par le plus de gens fuckés, bizarres, différents et spéciaux pour qu'ils choisissent enfin de croire que l'humain a besoin de nous, que l'humain a besoin d'une différence et l'humain a besoin d'aimer la différence. Et je pense que plus on va avoir des gens comme Audrey qui vont s'afficher et choisir d'être ce que les autres ont besoin, on va avancer. C'est ça. Dans le fond, faut juste être ouvert à... faut que les gens, même si toi, tu te sens différent, mais il faut être ouvert à la différence des autres, tout simplement. Donc, pendant que je cherche mon affluent, Audrey, pour terminer la rencontre, quel message dirais-tu? D'habitude, je demande conseil à ceux qui sont en démarrage, conseil à ceux qui sont dans les turbulences. Mais toi, je vais te demander 2 conseils. Un conseil pour les standards, puis un conseil pour les non-standards. Comment dire? Ben, autant pour les standards que les non-standards. Ben non, les standards, je dirais, soyez ouverts à justement la différence, parce que ça peut faire la différence de chaque personne que vous rencontrez. Peut-être que de vraiment considérer la personne avec un amour inconditionnel ou peu importe, ça peut vraiment faire la différence dans la vie de la personne que tu vas rencontrer. Puis ça se peut que des fois, cette journée-là soit une cheat idée, puis que genre la personne a vraiment besoin genre de cette attention-là, cette journée-là. Puis je dirais, je pense que les neuroatypiques ou ceux qui sentent qu'ils n'ont jamais pu parler réellement ou s'affirmer dans leur différence, c'est vraiment justement de oser. Puis moi, je pense que l'essence même de ce que j'ai à faire, c'est de donner la voix aux gens qui n'osent pas ou qui n'ont juste pas la voix justement, c'est donner cette opportunité-là que les gens puissent avoir quelqu'un pour parler pour eux. Essentiellement, c'est vraiment ça. Je me sens comme une journaliste. Alors, c'est ce qui termine l'entrevue d'aujourd'hui. J'espère que tu as été capable de dénicher tous les trésors qui se trouvaient dans cette entrevue-là. Je t'invite grandement à partager cette entrevue-là. Ça court les routes, ça pousse comme des champignons, tous les atypiques. Mais même que ce soit atypique ou standard, ça pousse. Ça court les rues, les gens perdus, égarés, qui ont l'impression de ne pas avoir leur place, qui ne savent plus où ils en sont. Et oui, générer des revenus est comme devenu une plaie, alors que ça devrait être une zone de plaisir. Alors, c'est venu tout seul, ça y est, je suis venue. Donc, je t'invite vraiment à partager cette entrevue-là. Merci beaucoup, Audrey, de t'être prêtée à ça. Je pense que tu livres aujourd'hui un beau cadeau à tous ceux qui ont l'impression qu'ils ne trouveront jamais leur place parce que je pense qu'on goûte à ton espoir, on goûte à ta confiance que Christ, tu ne sais pas c'est où, mais tu vas y arriver. C'est comme ça. Merci Chantal encore. Alors, bonne journée à toi, puis amuse-toi avec la vie.